On va partir et se projeter surtout dans le cas d'une riposte israélienne. Rappelons qu'entre Iran et Israël, il y a environ 1500-1600 km. Comment et avec quoi répondre? De quoi dispose Israël? Pour en parler, vous êtes avec nous, Nicolas Rouget. Merci d'être avec nous en direct d'Israël, vous aussi, aujourd'hui, pour TF1 et LCI. Quel est le système d'armement dont peut disposer l'État hébreu aujourd'hui pour répondre, si toutefois riposte il y avait? Alors vous le rappelez, hein, c'est 1500 km jusqu'à 2000 km sans doute pour une mission de l'Air Force israélienne, le Fleuron, un des forces armées israéliennes qui serait sans doute amené à être aux avant-postes de cette mission de riposte sur le territoire iranien. Cela pose des problèmes. Évidemment, les Israéliens c'est l'Air Force la plus puissante au Moyen-Orient, hein, très clairement une grande flotte, surtout de F-16 américains, plus de 175 aujourd'hui, une quarantaine de F-35, des avions furtifs, qui sont déjà utilisés dans des attaques sur des intérêts iraniens en Syrie, mais aussi des missions d'espionnage à la frontière iranienne, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Tout cela crée un problème. Il y a un problème quand même parce ce sera sans doute difficile pour eux d'avoir assez de fuel pour pouvoir arriver à mener ces missions à bien et de pouvoir revenir à bon port, ce qui veut dire des difficultés logistiques de pouvoir justement remettre du fuel dans l'appareil ou d'avoir des containers de fuel en plus sur l'appareil qui pourraient éliminer les fonctions furtives du F-35 par exemple. Les Israéliens n'ont pas beaucoup d'autres choix pour mener des missions stratégiques. Alors il y a quelques missiles balistiques, mais que les Israéliens réservent normalement à leur tête nucléaire. C'est en tout cas ce qu'on dit ici. Il y a aussi quelques sous-marins qui pourraient envoyer des missiles sur le territoire iranien, mais encore une fois, ce ne sont pas des capacités énormes. Donc il est très probable que ce soit une mission aérienne, peut-être soutenue du coup par ses alliés régionaux. Et c'est là où devient aujourd'hui la grande question, c'est-à-dire que s'il y avait une coalition régionale encore plus importante, d'un certain côté encore plus apte à soutenir les Israéliens, cela pourrait peut-être leur permettre d'aller justement avoir du fuel d'autres bases annexes, bases américaines, ou même d'avoir accès à l'espace aérien d'alliés potentiels. Une dernière dimension à rajouter à tout ça, évidemment, c'est la dimension cybernétique. Les Israéliens et les Iraniens sont dans une guerre froide cybernétique depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu environ plus de 13 000 attaques, me dit-on, du point de vue iranien sur des intérêts israéliens depuis le début de la guerre le 7 octobre. Très clairement, ça aura aussi un rôle à jouer. S'il y a une guerre, s'il y a un impact israélien en Iran, ce sera sans doute accompagné de mesures de détorsion cybernétique sur le territoire iranien aussi. Merci infiniment Nicolas Rouget, tout ça est très clair. Général Perruche, on peut imaginer que les Israéliens, là, visiblement c'est compliqué, c'est ce que nous disait Nicolas pour le ravitaillement en vol, mais on peut imaginer qu'ils déploient leur F-16 pour aller frapper directement en Iran. Évidemment, c'est possible, puisque vous avez vu, ça vient de nous être rappelé, les Israéliens ont le moyen de frapper l'Iran avec soit des moyens qui partent de la terre, ce sont les missiles, qui portent les missiles Jericho de la dernière génération, soit des sous-marins d'attaque. Les missiles Jericho, on dit qu'ils peuvent frapper entre 900 à 5000 km, c'est ça? Enfin, ils vont jusqu'à 3500 km, je crois, les Jericho maintenant. Et donc, ils peuvent frapper aussi par les moyens aériens, ça a été dit, les F-35. Donc on voit qu'il y a il y a toute une gamme de possibilités pour frapper à distance, parce que le mot important, c'est ça. Israël n'est pas un État riverain de l'Iran. Donc, l'attaque d'État à État, soit se passe par des bombardements, ça vient d'être souligné, soit par des proxys. Parce que l'Iran a la possibilité de faire intervenir évidemment le Hezbollah, le Hamas, il s'en est pas privé jusqu'à maintenant. Les Houthis au Yémen notamment, on en parlait aussi. Et au Yémen, mais le Yémen, c'est pareil, n'est pas frontalier d'Israël. Donc, et les milicites en Irak, voilà pour les proxys. Voilà. Donc voilà la situation pour ces deux pays, mais je voudrais aussi rappeler une réalité physique, c'est que l'Iran c'est 90 millions d'habitants, Israël c'est 9 millions d'habitants. Quant au territoire, c'est plutôt un facteur 20 de différence entre Israël et l'Iran. Vous voyez, donc la problématique d'intervention d'Israël en Iran est beaucoup plus compliquée encore que celle de l'Iran en Israël, même si qualitativement, je pense qu'il y a un niveau supérieur naturellement pour les Israéliens. Mais ça montre la complexité d'une vengeance de domination, si vous voulez. Très très difficile pour Israël de prendre l'ascendant sur l'Iran. Voilà. Ce qui justifie pour moi qu'il n'y ait pas de réaction. D'abord, on ne peut que se réjouir qu'il n'y ait pas eu d'action israélienne qui le cède à l'émotion, parce que ça, c'est jamais bon. Directement dans la foulée, ouais. Voilà, et donc que les Israéliens se donnent le temps de la réaction. Pour moi, je pense
à peu près inévitable qu'il y en ait une, parce que c'est quand même une attaque d'État à État, avec un risque énorme d'escalade, puisque parmi ces deux États, l'un est déjà nucléaire et que l'autre est en voie de l'être. Donc on voit bien le plafond. On va évoquer l'aspect nucléaire dans un instant. Plafond très important nucléaire aussi, qui se profile. Donc je vois plus une action symbolique, si vous voulez, d'Israël pour donc montrer des bombardements directement. voilà, qui peut faire quelque chose sur le territoire de l'Iran, mais ça sera quelque chose de pas forcément immédiat et surtout d'une ampleur contrôlée, limitée et certainement en accord avec les alliés et notamment avec les Américains. Benoît Billan, est-ce que vous partagez le constat du général ? Est-ce qu'on se dit qu'il n'y aura pas du tout de bombardement à l'aide des F-16 ? Les F-35 d'ailleurs, les F-35 peuvent faire aussi du renseignement, c'est ça ? Alors, les F-35, c'est ce qu'on dit, non ? les F-35 ont l'avantage d'être beaucoup plus difficiles à détecter, puisque ce sont des avions dits furtifs. Ouais. Donc, en fait, la détection radar est plus difficile. Donc, ils sont plus particulièrement adaptés à des missions de pénétration d'une défense aérienne, comme ce serait le cas pour le raid en Iran. Maintenant, le F-35, comme le F-16, sont des avions qui ont été conçus pour combattre dans un scénario de guerre en Europe. C'est-à-dire type guerre froide, avec des distances assez courtes. Donc ils ont besoin de plusieurs ravitaillements en vol. Le problème du ravitaillement, voilà. Sachant que sur la carte que vous montrez, vous mettez 1000 km, c'est la distance entre les deux frontières. Mais si on regarde Téhéran, c'est à presque 2000 km. Ouais, presque 2000. Ouais. Presque 2000 km. Et puis, quand on pénètre une défense aérienne, on va rarement en ligne droite. On est obligé de contourner un certain nombre de défenses, d'adopter. Donc voilà. Donc il y a ce qu'on appelle la tyrannie de la distance qui fait que Israël pourrait riposter. Mais au vu des capacités de l'aviation israélienne, cette riposte serait forcément limitée, tout simplement parce qu'au point d'arrivée, vous n'auriez pas beaucoup d'avions. Parce que les problématiques de ravitaillement vous obligeraient à concentrer le raid sur quelques machines. Donc ça serait symbolique, ou ça pourrait viser quelques cibles très précises. En fait, le scénario, c'est le raid, la matrice de tout ça, c'est le raid qu'ont mené les Israéliens en 1980, je crois de mémoire, sur l'Irak pour détruire la centrale nucléaire au Sirak. C'est ce scénario-là qui est aujourd'hui le cas d'emploi des moyens israéliens. Mais si on rentre dans une escalade, dans une logique escalatoire, l'Iran a beaucoup plus d'atouts aujourd'hui qu'Israël. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont un arsenal, on l'a vu, de missiles et de drones qu'ils peuvent lancer en quantité. Les Israéliens ne l'ont pas. Et ils ont des alliés à proximité, notamment le Hezbollah qui a très peu fait pour l'instant et qui peut largement faire monter les enchères. Et puis là, lui est aux portes d'Israël. Ouais. Donc, les Israéliens sont dans une situation militaire qui est complexe parce que l'escalade pour eux peut rapidement devenir un piège. Oui. Autre option, avancée hier par Didier François et d'ailleurs aussi le colonel Goya, frappé depuis l'Azerbaïdjan. Israël a une base aérienne en Azerbaïdjan, c'était assez confidentiel, nous dit-on. D'ailleurs, c'était le média Foreign Policy qui avait en 2012 commencé à l'évoquer. Hypothèse donc peut-être mise sur la table par Didier François hier soir sur notre antenne. Regardez et écoutez surtout ce que nous dit Didier François, c'était hier. Effectivement, il y a une base en Azerbaïdjan sur laquelle il y a eu des négociations, alors qui n'est pas ultra officielle, mais enfin qui maintenant est connue. Et il y a une coopération réelle en termes de renseignement aussi, pour pouvoir avoir... c'est sur la frontière de l'Iran, c'est la frontière nord, c'est celle à laquelle on ne pense pas, c'est le coup de revers. Ça serait possible, ça aussi. Didier disait oui, alors visiblement ça avant c'était bon, c'est plus un secret, elle serait là, cette base sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Après ça induit encore, est-ce que l'autorisation de l'Azerbaïdjan, on est aussi à une porte d'un conflit Arménie-Azerbaïdjan, c'est pas facile, mais est-ce que ça serait quelque chose d'envisageable ou ça vous semble pas du tout plausible ? Alors il y a plusieurs facteurs à considérer. Oui, Israël et l'Azerbaïdjan sont proches, l'armée azérie est en partie équipée avec du matériel israélien, donc il y a une véritable proximité. Maintenant, c'est pas un jeu à deux. Il y a deux autres puissances qui seraient concernées dans ces cas-là. La première, c'est la Turquie, qui est aussi très proche de l'Azerbaïdjan. Et la deuxième, c'est la Russie. Et donc, pour que Israël ait l'autorisation d'opérer depuis l'Azerbaïdjan, ça mettrait en jeu d'autres puissances qui, elles, n'ont pas forcément du tout intérêt à peser en faveur d'Israël. Et la deuxième chose, c'est que même avec cette base, le scénario n'a pas changé. On est toujours dans celui d'un raid limité. Les Israéliens n'ont pas la possibilité logistique d'installer durablement leur armée de l'air en Azerbaïdjan et d'y mener une campagne de frappe régulière. Donc ce serait un. Et sur cette base, donc il n'y aurait pas d'avion déjà, c'est ça ? Il n'y a pas d'avion pour l'instant. Alors, on ne sait pas grand-chose sur cette base. On n'en sait pas grand-chose. À mon sens, c'est plutôt une possibilité de baser des moyens
Et aujourd'hui, ce qui existe, c'est vraisemblablement une coopération dans le domaine du renseignement, peut-être des opérations spéciales ou clandestines, mais il n'y a pas nécessairement d'éléments basés là. Et encore une fois, tout ça serait soumis à l'autorisation de l'Azerbaïdjan, qui ne dirait pas oui sans consulter les Turcs, les Russes et sans doute un certain nombre d'autres puissances.